Bonjour. Bonjour à chacune et chacune d'entre vous qui est venu entendre et voir Mémoire vivante, un rendez-vous avec Marguerite Bourgeois. Qu'il est bon en ce 7 octobre, jour de la fête de Notre-Dame du Rosaire, de nous retrouver tous ensemble dans cette chapelle. Le 7 octobre 1643, lors d'une procession à Notre-Dame du Rosaire, Marguerite se trouve bouleversée à vue d'une statue de Marie. Cette touche l'a conduit à vouloir donner sa vie à Dieu et à autres, dans l'esprit de la visitation de la Vierge Marie. Les événements aujourd'hui nous rappellent que Marguerite Bourgeois considérait que la prière n'avait de sens que si elle donnait lieu à un dialogue, non à une récitation, débouchant sur l'action. Toute la vie de la fondatrice de la congrégation de Notre-Dame a consisté à mettre en place, contre vent et marée, des mesures favorisant l'éducation des citoyens, incarnation de son amour du prochain, récoltant de son amour de Dieu. Elle nous invite encore aujourd'hui à concrétiser à notre façon cet objectif. Bonne conférence dialoguée. Qui pourrait décrire l'âme de Montréal? Qui pourrait analyser l'ADN de cette métropole où s'entrecroisent aujourd'hui les vies d'une grande descendance, héritière d'une histoire de tissage et de métissage? Premier peuple habitant ces territoires déjà, jusqu'aux 11 nations autochtones présentes ici aujourd'hui. Colons et habitants issus de l'immigration au fil des siècles, français, anglais, irlandais, juifs, italiens, allemands, polonais, grecs, portugais, haïtiens, latino-américains, sud-américains, congolais, ivoiriens, béninois, égyptiens, libanais, marocains, algériens. J'en passe, j'en oublie sûrement, mais je me souviens. Je me souviens tous les jours, en croisant les regards de cette métropole multicolore. Nous sommes si différents et pourtant unis par le mouvement qui traverse nos histoires. Peuple nomade, peuple immigrant, peuple réfugié. Un peuple de pérégrination. Des pèlerins qui ont choisi de vivre et de travailler sur une île comme pour embrasser le large,
comme pour embrasser large cette métropole baptisée Tiohtià:ke par le peuple Kanien'kehá:ka et Muniang par les Anishinabek, puis Ville-Marie par les Français. Montréal, aujourd'hui, rayonne dans le monde par ses talents et son innovation. Qui connaît la devise de Montréal? Concordia Salus, le salut par la concorde. Dans notre ville, tissée par la diversité, qu'est-ce qui nous unit? Y aurait-il un esprit unique à Montréal? Une vision, une audace particulière? Qui saurait nous le dire? Qui saurait nous le dire? Peut-être une femme, audacieuse, visionnaire, Marguerite. Elle est d'hier, mais elle pourrait être d'aujourd'hui. Elle est passée à l'histoire, mais ses pas se mêlent aux miens. Elle est intemporelle et elle marque mon temps. Femme de foi, femme de fougue, Marguerite va et vient dans les chapitres de ma propre vie, pas loin de Jeanne Mance d'ailleurs, comme une ombre qui m'attire à sa suite et me veille. Marguerite, tu n'es pas venue fonder l'Église ici, bien plus. Tu es venue pour suivre le Christ et poser les fondations d'un règne de paix, d'harmonie et d'égalité. Tu es venue parce que ta foi te mouvait, traversant l'océan par 7 fois. Et moi, aujourd'hui, dans mon Québec, dans mon Église qui séjourne à Ville-Marie, avec ma foi petite, comme une graine de moutarde, je n'ai qu'un océan de questions. Marguerite, première enseignante de Ville-Marie, mère des filles du roi, fondatrice de la congrégation de Notre-Dame. Qu'as-tu à nous dire de ton histoire et de la nôtre? Qu'as-tu à nous dire de toi-même et de nous?
En 2017, on soulignait le 375e anniversaire de fondation de Ville-Marie. En me replongeant dans l'histoire, j'ai été touchée de réaliser que j'avais à peu près l'âge des fondatrices et des fondateurs, des jeunes dans la vingtaine et la trentaine. Jérôme Leroyer de la Dauversière, Jeanne Mance, Paul de Chomédé, sieur de Maisonneuve et Marguerite Bourgeois. Au XVIIe siècle, en France, ils envisagent de tout quitter pour aller vivre un idéal de communauté. Mais qu'est-ce qui se passe alors en France qui fait émerger ce désir de fonder ou de refonder une société ailleurs? Ah ben tiens, Denis, notre archiviste, emmenez-nous donc en voyage. Bien sûr, Sabrina, je vous amène en voyage avec une femme d'exception, une femme qui est un véritable bijou. D'ailleurs, Marguerite, en grec, c'est Margaritas, Margarites, en latin, c'est Margaritas. Et qu'est-ce que ça signifie? Perle. Marguerite Bourgeois, c'est la perle de la Nouvelle-France. On la retrouve donc dans cette France du XVIIe siècle, des années 1600. La France des années 1600, c'est la France du grand siècle, la France de Louis XIV, la France de 20 millions de Français. C'est considérable. L'Angleterre compte à l'époque 5 millions d'habitants, l'Espagne 8 millions. Donc la France a des ambitions énormes. Elle a des ambitions commerciales, participer au commerce mondial. Elle a des ambitions et des réalisations architecturales, le château de Versailles, de l'architecte Ardouin-Mansart, la Galerie des Glaces, une réalisation artistique exceptionnelle de Charles Lebrun, des réalisations scientifiques également. Le discours de la méthode de Descartes, c'est le début de la science basée sur des recherches sur les faits et non plus uniquement sur du surnaturel. C'est la France des réalisations musicales, des réalisations littéraires, Molière, Racine, La Fontaine. Finalement, c'est une France qui recherche l'excellence, qui recherche le dépassement de soi. Mais ça n'est pas que pour les questions laïques, ça concerne également l'Église. L'Église française du XVIIe siècle, bon Dieu, elle a du travail à faire, beaucoup de travail à faire. Elle doit s'améliorer. Sur 20 millions de Français, il y en a 2 millions qui sont passés à la réforme protestante. Ils ont quitté l'Église catholique. C'est donc signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, il faut se ressaisir. Il faut dorénavant avoir des prêtres bien instruits, des prêtres présents auprès de leurs fidèles. C'est absolument essentiel pour que les gens aient confiance. On veut aussi une Église dorénavant où les laïcs participent à la vie de l'Église. Les hommes, mais également les femmes. Alors tout ça va se mettre en place. Je vous donne rapidement 3 exemples. Les Visitandines de François de Sales et de Jeanne de Chantal. Les Filles de la Charité de Vincent de Paul et de Louise de Marillac. Et également les Sulpiciens, qui, eux, dorénavant, forment des prêtres dignes de ce nom. Donc, on est en marche vers une Église entièrement renouvelée. Et donc, ce groupe qui va façonner cette vision à l'origine de Montréal, comment ils en arrivent à vraiment concrétiser le projet de cette fondation? Alors, le projet, il part d'un homme qui décide de, tout en étant un laïc, Jérôme Leroyer de la Dauversière, il décide de participer activement à la vie de l'Église. Alors, Jérôme Leroyer de la Dauversière, percepteur d'impôts, père de famille, veut être un homme très impliqué dans l'Église. C'est lui qui a créé les Hospitalières de Saint-Joseph, qui viendront ici à l'Hôtel-Dieu, mais également il connaît les Jésuites et leur mission au Canada. Donc, il va
mettre en place le projet de Ville-Marie pour la conversion des Amérindiens. Et pour ce faire, il va réunir à Paris des nobles, des bourgeois, des hommes, des femmes, entre autres Pierre Chevrier, baron de Fancan, dont on voit le portrait ici, qui va mettre sa fortune au service de l'entreprise. Donc, ces hommes lancent l'aventure en disant « c'est de Maisonneuve et Jeanne Mance qui vont mener l'entreprise à Montréal. » C'est parti, c'est en marche. Par contre, les premières années, les 10 premières années, de 1642 à 1653, sont difficiles, extrêmement difficiles. Et les 50 personnes qui sont là en 53 envisagent de revenir en France. Heureusement, Jeanne Mance va débloquer les sous pour qu'on aille chercher la grande recrue, c'est-à-dire une centaine de personnes qui vont venir ici. Et l'entreprise est à ce moment-là sauvée. Parmi les 100, en 1653, Marguerite Bourgeois, qui a été choisie pour être la première maîtresse d'école dans Ville-Marie. Pourquoi est-ce qu'elle vient ici alors que sa vie à Troyes, en Champagne, se déroule quand même très bien? C'est qu'elle a un projet. Elle veut créer une congrégation de sœurs qui ne soient pas cloîtrées et qui aillent enseigner partout où on a besoin d'elle. L'histoire de ce quatuor est assez différente. Jeanne, Jérôme, Paul sont des laïcs. Jérôme, d'ailleurs, ne verra jamais Ville-Marie qu'en vision. Jeanne et Paul arrivent ensemble en 1642, mais Marguerite, elle, ne fait pas partie de ce premier voyage. Et son histoire à elle est quand même un peu détachée de celle des autres, puisqu'elle a justement ses propres projets d'éducation et de vie religieuse apostolique. Parce que la vie religieuse telle qu'elle l'a apprise, connue en France, ne lui correspond pas complètement. Dans sa communauté, là-bas, contemplative, elle rêve d'apostolat, d'être missionnaire, et donc d'une nouvelle forme de vie religieuse. Ça devait être assez audacieux pour l'époque. Extrêmement audacieux. En fait, elle participe à la réforme catholique avec sa propre spiritualité. Et ça, c'est tout un défi. Sa spiritualité, c'est l'amour de Dieu, incarné dans l'amour du prochain, incarné à son tour dans l'éducation. Donc, elle veut participer à une nouvelle société où l'éducation sera offerte à toutes. C'est énorme comme défi.
Marguerite arrive donc en 1653. J'imagine qu'elle ne va pas tout de suite déballer ses bagages et ouvrir son école. Alors, qu'est-ce qu'elle va devoir mettre en place pour que ce projet se réalise? On a dit de Marguerite Bourgeois qu'elle a débarqué ici presque sans bagage. C'est vrai. Mais moi, je vous dis que son bagage spirituel, social, culturel et pédagogique était si considérable qu'il lui aura fallu retourner en France à 3 reprises pour tout transporter. Par exemple, au printemps 1658, il y a enfin des enfants. Elle peut ouvrir l'école. Aussitôt, elle part pour la France et recrute ses premières compagnes. Catherine Crolot, Edmé Châtel, Marie Raisin, Anne Hioux. Ça vaut la peine de retenir ces noms par cœur. C'est le premier corps professoral de Montréal. Et elles ont été formées à 3. Comme Marguerite Bourgeois, à l'exception de Anne Hioux. Ce sont des femmes du grand siècle, des progressistes qui pratiquent une pédagogie d'avant-garde. Elles arrivent avec leur manuel qui va guider leur pratique révolutionnaire de l'enseignement. Et donc, c'est quoi qui fait la caractéristique particulière de cette approche pédagogique? Mais tout est original dans cette approche. D'abord... Attends. Je suis une éternelle étudiante, je vais aller au tableau. Excellent. L'instruction est offerte aux filles. Une égalité de traitement avec les garçons. Ensuite, l'école est gratuite pour que toutes les familles, indépendamment de leurs ressources financières, puissent y envoyer leurs enfants. Le programme scolaire est simple, on enseigne les prières, bien sûr, mais aussi la lecture, l'écriture, le calcul. S'ajoute l'apprentissage de petits métiers, comme la couture, le tissage. C'est le début des écoles de métiers. Et la méthode pédagogique, totalement nouvelle. Les enfants sont regroupés par niveau scolaire et on crée pour la première fois des classes. Les enseignantes offrent, excellent Sabrina, vraiment très bon élève. Les enseignantes offrent un enseignement collectif plus qu'individuel. On peut donc recevoir plus d'enfants. De plus, les maîtresses travaillent souvent par 2. Elles s'entraident, elles se soutiennent. Et les parents, ils sont considérés comme des partenaires pour obtenir leur confiance. En tout, cette pédagogie est basée sur l'amour, le respect des enfants. C'est fini. On ne considérera plus les enfants comme des adultes en miniature, mais bien comme un âge qui leur est propre et qu'il faut respecter. Avec une telle philosophie, pas question de châtiment corporel. Ça respire la modernité, non? Tout au long des années 1660, c'est un véritable succès. Les parents sont heureux, les administrateurs coloniaux sont également heureux. Alors, Marguerite Bourgeois se dit, le moment est venu de retourner une 2e fois en France pour obtenir l'approbation royale absolument indispensable pour créer une congrégation comme celle qu'elle veut. Elle retrouve Maisonneuve à Paris, qui va l'aider dans ses démarches pour obtenir les lettres patentes, le document reconnaissant civilement la congrégation. Ce document est absolument incroyable. C'est un document fondateur qui établit que l'éducation est aussi offerte aux filles dorénavant et que ce sera gratuit et qu'il y aura des femmes professionnelles de l'enseignement pour dispenser les connaissances aux jeunes enfants. Elle en profite, Marguerite Bourgeois, pour recruter à nouveau d'autres personnes. Madeleine Constantin, Claude Durand, Marguerite Sommillard, Geneviève du Rozoy, Élisabeth de la Bertache, Perrette Laurent de Beaune. Il faut aussi retenir ces noms.
Ce sont des pionnières, c'est elles qui ouvrent la voie et qui permettent de créer, en plus de l'École de Montréal, un réseau d'écoles le long du Saint-Laurent. On ouvre des écoles à Lachine, à Pointe-aux-Trembles, à Batiscan, à Champlain, à Québec, à l'île d'Orléans. Par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous présents et à venir, salut. Notre bien-aimée Marguerite Bourgeois, originaire de notre ville de Troyes en Champagne, nous a humblement fait valoir qu'il y a longtemps qu'il a plu à Dieu de lui inspirer le désir de l'avancement de la foi catholique par la bonne instruction des personnes de son sexe, tant des Autochtones que des Français de la Nouvelle-France. Elle y est arrivée dès l'année 1653, s'établissant dans l'île de Montréal avec quelques autres filles associées vivant en communauté. Elle y a fait l'exercice de maîtresse d'école en montrant gratuitement aux jeunes filles tous les métiers qui les rendent capables de gagner leur vie et avec un si heureux progrès. Par les grâces continuelles de la providence divine, que la dite exposante ni ses associés ne sont aucunement à charge au dit pays. Sabrina, tu as dit Marguerite Bourgeois, ministre de l'Éducation. En effet, c'est confirmé. Sur la façade du Parlement du Québec, on trouve la statue de Marguerite Bourgeois. Elle affiche clairement son projet de société. Dans la main droite, elle présente une croix, symbole de sa foi et de son amour du prochain. Dans la main gauche, elle tient un livre sur lequel est inscrit le mot « éducation ». Pour elle, ce n'est pas seulement l'éducation des enfants, mais aussi celle des adultes, offerte aux jeunes femmes envoyées de France. À partir de 1663, la congrégation accueille des filles du roi, venues fonder des familles. Ces jeunes femmes ne connaissent pas la vallée du Saint-Laurent. On va les initier à leurs nouvelles conditions d'existence. C'est une question de survie. Du coup, elles se feront proposer des valeurs de dépassement de soi et de partage qu'elles transmettront à leurs enfants. C'est une éducation, dans le fond, véritablement intégrale qui leur est donnée. Mais on a entendu toutes sortes de choses sur les filles du roi à travers l'histoire. C'était des orphelines, des filles de joie, des jeunes laissés pour compte. Oh, la légende urbaine est particulièrement tenace, mais je te le confirme, ce sont bien des orphelines. Les historiens ont statué là-dessus. Je poursuis.
Marguerite Bourgeois et ses compagnes ouvrent leurs portes à bien d'autres personnes. Il arrive qu'au lendemain d'attaques iroquoises, des enfants se retrouvent sans parents. C'est le cas à la Chine en 1689. Ces orphelins sont alors pris en charge par la congrégation. À d'autres moments, des femmes ou des enfants violentés sont accueillis à la congrégation. Donc, premier orphelinat, premier centre d'accueil pour femmes et enfants violentés. Autre cas, ceux des habitants âgés, incapables de subvenir à leurs propres besoins. La congrégation se transforme en maison d'accueil pour la dernière étape de leur vie. Premier CHSLD, pourrait-on dire? Un peu plus tard seront accueillis à la congrégation des femmes de Nouvelle-Angleterre. Ce sont les captives des Amérindiens alliés des Français. Tout ça fait dire à Marguerite Bourgeois que la résidence de la congrégation est plus qu'une école, c'est la maison de la Sainte Vierge, lieu de l'entraide, de l'amour du prochain. Une définition au sens très large de l'éducation. On prépare donc des femmes capables de s'affirmer, de se protéger et de prendre leur place dans la société naissante de la Nouvelle-France. Alors, Marguerite a quitté la France, mais aussi un modèle de vie religieuse, cloîtrée, contemplative, pour déployer ici une vision, en fait, concrétiser une communauté apostolique envoyée dans le monde. Mais concrètement, dans le quotidien, dans la vie des sœurs, dans la règle de la communauté, comment ça se passe? Dans l'esprit de Marguerite Bourgeois, sa congrégation sera une communauté sur le modèle de la vie des premiers chrétiens. Après la reconnaissance royale, majestueusement communiquée ici il y a quelques minutes par Louis XIV en personne, celle par l'évêque de Québec ne surviendra qu'en 1698. Rappelons que Marguerite Bourgeois décède en 1700. L'obtention souhaitée sera gagnée de haute lutte. À une époque où la vie religieuse pour les femmes implique
obligatoirement de vivre entre les quatre murs d'un cloître. Marguerite veut une congrégation d'enseignantes libre de circuler partout. Elle tient également à des vœux simples, renouvelables à chaque année, plutôt que des vœux solennels qui sont définitifs. C'est donc 45 ans de lutte pour faire reconnaître sa congrégation entre son arrivée en 1653 et puis cette reconnaissance. Qu'est-ce qui fait qu'il y a eu cette lutte? Eh bien, c'est l'affaire des constitutions, avec comme acteur principal Monseigneur de Saint-Vallier, évêque de Québec et de la Nouvelle-France, qui s'amène à Montréal à l'été de 1694 et annonce aux sœurs de la congrégation qu'il a un cadeau pour elles. Il leur apporte un projet de constitution qu'elles ne lui ont pas demandé, qui stipule qu'elles prononceront des vœux solennels, qu'elles verseront une dot, qu'elles vivront le plus possible à l'intérieur de leur maison, qu'elles créeront une catégorie de sœurs converses au service des sœurs enseignantes et qu'elles prononceront un vœu spécial d'obéissance à l'évêque. La proposition est en fait un cadeau de grec. Un cheval de Troie! De Troie! Tout à fait. Il est clair que Monseigneur de Saint-Vallier est en train de préparer le cloître pour la congrégation de Notre-Dame. Les sœurs s'objectent, mais à leur façon, avec du révérendissime, de l'excellentissime, ou vos toutes dévouées, chèrement vôtres. Il reste quand même qu'elles sont déterminées. Elles refusent l'idée de la dot qui limite l'accessibilité à leur communauté et elles tiennent à l'égalité entre elles. Comme qualité de démocratie, c'est dur à battre. Marguerite Bourgeoys sera très explicite à ce sujet lorsqu'elle écrira que la sœur cuisinière, si elle en a le talent, pourra accéder au poste de supérieure et que la supérieure, au terme de son mandat, pourra éventuellement vaquer aux occupations de la cuisine. Comme démocratie, il n'y a pas mieux. Pour contrer les visions d'un évêque conservateur et opposé à un rôle élargi des femmes dans l'Église, Marguerite Bourgeoys va se tourner vers un allié et ami. Il s'appelle Louis Tronçon et c'est le supérieur des Sulpiciens à Paris. Ce dernier interviendra auprès de l'évêque de Québec pour lui faire assouplir sa position. C'est gagné. Les vœux seront simples, le versement de la dot sera selon les capacités financières des familles, le droit de circuler librement sera maintenu, pas de vœu spécial d'obéissance à l'évêque. Par contre, pour ce qui est des sœurs converses, il faudra faire le compromis et accepter qu'il y ait dorénavant des sœurs servantes. Au bout du compte, en juin 1698 à Montréal, se déroule la première profession religieuse publique de la congrégation de Notre-Dame. Les Sœurs de Québec feront de même le 4 août suivant. Les bases sont maintenant définies, jetées pour une congrégation qui œuvrera à sa mission éducative jusqu'à nos jours et qui aura compté, depuis Marguerite Bourgeoys, plus de 7250 personnes. Bravo, Marguerite.
Marguerite est une femme que rien ne peut arrêter. Tout lui réussit, c'est incroyable. Je ne peux pas m'empêcher de vouloir percer ses secrets, savoir qu'est-ce qui entretenait sa passion, son feu intérieur, qu'est-ce qu'était sa spiritualité intime. Et puis, Denis, une étrange question m'habite. Dans toute cette aventure de sa vie à Ville-Marie, est-ce qu'il y a parfois eu des défis, ou peut-être même pour Marguerite, une grande déception? Oh oui, tout à fait. Très rapidement, disons, une immense peine, l'incendie de la maison mère en 1683, où les sœurs de la congrégation perdent 2 de leurs compagnes mortes dans l'incendie. Mais au chapitre des déceptions, c'est indéniablement l'affaire Marguerite Tardy. Tenez-vous bien, ça n'est pas une histoire banale. Le 3 novembre 1689, une sœur de la congrégation, Marguerite Tardy, informe Marguerite Bourgeois qu'elle est en état de péché mortel et qu'elle n'a plus l'autorité morale pour occuper le poste de supérieure de la congrégation. Elle tient cette révélation d'un message qui lui a été communiqué par une autre sœur décédée récemment. Marguerite ne bronche pas, convaincue que tout ça n'est que divagation d'un esprit perturbé. Mais le 3 janvier 1690, Marguerite Tardy revient à la charge et dit que ses voix d'outre-tombe insistent pour que la supérieure remette sa démission. Marguerite Bourgeois doit se rendre à l'évidence. Elle est la cible d'une tentative de coup d'État. L'affaire en est d'ailleurs une d'envergure. En fait, Marguerite Tardy est accoquinée à 3 sulpiciens de Montréal qui ambitionnent de prendre avec elle les commandes des 3 congrégations religieuses de la ville. Le choc est brutal. Marguerite Bourgeois n'aurait jamais imaginé qu'on puisse l'attaquer dans sa vie spirituelle. Malgré tout, il lui faut organiser sa défense. Elle le fera conjointement avec les 2 autres dirigeants religieux qui se tourneront vers Louis Tronçon, encore lui. Ce dernier, après avoir été informé des détails de la manœuvre subversive, fera revenir en France la sœur visionnaire et 2 de ses complices, disant à l'un d'eux, Guillaume Bailly, je cite, « Avant votre retour, si vous évitiez de vous amuser des élucubrations de la sœur visionnaire, vous lui rendriez grande charité. » En mars 1692, Louis Tronçon fait savoir que Joseph de la Colombière a quitté l'ordre des Sulpiciens et que Marguerite Tardy ne reviendra pas à Montréal. Il écrit, je cite, « Marguerite Tardy est retournée dans sa région d'origine et Dieu fasse qu'elle y reste. » Il y avait le sens de l'humour, Louis Tronçon. Et il ajoute également, « Dites à sœur Bourgeois que les volontés de Dieu ne s'expriment pas par les voies d'outre-tombe. » À l'été de 1693, Marguerite Bourgeois remet sa démission à titre de supérieure. Elle est maintenant âgée de 73 ans. Tout cela l'a fatiguée et elle préfère passer la main à une plus jeune. Tenir le coup comme leader quand on a été blessé comme ça, certainement pas facile. Ça devait prendre un roc, des personnes en lesquelles Marguerite pouvait s'enraciner. C'était qui son réseau? On vient de le voir, chez les religieux, chez les laïcs, elle a des appuis partout, elle a un don pour réussir à établir de bons contacts avec ses proches ou avec des personnes lointaines. Mais là où elle puise le plus de réconfort et d'encouragement, c'est assurément auprès de celle qui est son inspiration depuis fort longtemps, c'est Marie. À ses yeux, la mère du Christ est le modèle des femmes qui ambitionnent de jouer un rôle actif au sein de la société et de l'Église. Dans ses écrits, Marguerite Bourgeois rappelle que Marie
Elle fut une femme d'action qui n'a pas été cloîtrée. D'abord enseignante au temple, sa présence s'avéra fondamentale pour la réalisation de la mission de son fils. Présente sur le Golgotha, au pied de la croix, alors que les apôtres avaient abandonné le Christ, à l'exception de Jean. C'est elle qui les réunit à la Pentecôte pour lancer la mission apostolique de l'Église. Marguerite Bourgeois, qui fera de Marie la première supérieure de sa congrégation, ira jusqu'à comparer les sœurs de la congrégation aux apôtres. Et pourquoi pas? Alors qu'on peine encore 400 ans plus tard à imaginer audacieusement le rôle des femmes dans l'Église, elles qui étaient pourtant les premières témoins de la résurrection, Marguerite pourrait nous inspirer de nouveau. Les apôtres ont été au nom de notre Seigneur et ils ont fait des merveilles. Les filles de la congrégation sont envoyées faire l'école sous la protection de la Sainte Vierge et elles apprennent aux filles comme si elles étaient bien savantes. Les apôtres ont été dans tous les quartiers du monde. Les filles de la congrégation sont prêtes d'aller dans tous les lieux de ce pays où elles seront envoyées. Les apôtres instruisaient gratis, et pour cela, ils se contentaient de peu et se privaient de tout. Les filles de la congrégation sont pauvrement partout. Les apôtres ont prêché l'Évangile. Les filles de la congrégation le doivent enseigner en suivant ses maximes et montrer bon exemple de modestie, de prudence et d'humilité. Formidable ce texte, formidable. Texte tellement révélateur, tellement moderne. La Marguerite Bourgeois, humble, modeste, elle est aussi une femme de fierté et d'ambition. L'un va avec l'autre. Et encore, femme de partenariat, de pont. C'est une vision de dignité égale entre hommes et femmes pour le service de l'Église qui est au cœur de la foi de Marguerite. Des fois, je me demande, Denis, si le Québec a oublié son histoire religieuse. Entre ce qu'on vient d'entendre et le portrait qui nous est fait sur toutes sortes de tribunes médiatiques, politiques, on ne s'y retrouve plus. L'Église et la mission du début de la colonie étaient certainement humbles, même vouées à l'échec par moments. Alors comment réconcilier ça avec des mouvances plus triomphalistes qui ont suivi? Je ne peux pas, moi, être chrétienne aujourd'hui et faire abstraction du passé plus douloureux des églises chrétiennes au Canada. Puis je pense bien sûr aux abus qui ont affecté des générations d'enfants autochtones dans un colonialisme qu'on décrypte encore. Le fait que les fondateurs de Ville-Marie soient venus convertir les Autochtones aurait-il influencé la suite de l'histoire? Question éminemment d'actualité. Marguerite Bourgeois apporte un éclairage là-dessus.
En revisitant son œuvre, on ne finit plus de découvrir la pertinence de ses jugements. Un des exemples les plus remarquables de nos jours est celui de ses relations avec les Premières Nations. Très tôt, elle fut une des premières à comprendre que l'européanisation des Amérindiens était une erreur. Elle avait pris conscience de l'échec des Ursulines à Québec et elle en avait conclu qu'il fallait approcher les Autochtones en respectant leur langue et leur culture. C'est la raison pour laquelle elle demanda à 2 de ses compagnes, respectivement Huronne et Iroquoise, Marie-Thérèse Ganensagwa et Marie-Barbe Atontinon, d'aller enseigner à la mission amérindienne des Sulpiciens au fort de la Montagne. Marguerite Bourgeois montra ainsi, une fois de plus, à quel point elle était devenue canadienne, par sa compréhension des premiers habitants du territoire et son respect de leur autonomie et de leur culture. À première vue, on pourrait penser que le contexte de mission de Marguerite est bien différent du nôtre. Et pourtant, il est très semblable. Il y avait à l'origine de Ville-Marie une rencontre de la diversité. Peuples autochtones et colons chrétiens allaient apprendre à vivre ensemble. Un chemin qui ne s'est pas fait sans heurts. L'histoire subséquente en témoigne et nous sommes profondément appelés à la réconciliation et à la réparation des torts. Alors aujourd'hui, dans une société en plus sécularisée, avec une pluralité religieuse croissante, l'héritage de Marguerite peut-il nous inspirer un renouveau? Qu'est-ce que vous en dites? L'héritage de Marguerite Bourgeois, il est inestimable. Sa vision au XVIIe siècle était si moderne que son projet est encore d'actualité en 2023. Son humanisme était d'une telle ampleur qu'il touche à l'universel. Mais d'abord, puisque nous sommes ici, dans sa chapelle, rappelons sa définition de la prière, qui est au cœur de sa vie, sa nourriture quotidienne. Elle dit, la prière est plus qu'une récitation. Elle est une conversation, un dialogue. Et le tout doit aboutir dans l'action. La voilà l'incarnation par excellence de la réforme catholique du grand siècle. Ouf! Quelle envergure, quel leadership! Et l'héritage concret a suivi, l'éducation pour les filles, la gratuité scolaire pour donner à tous l'égalité des chances, le début de l'accès des femmes à la vie professionnelle, Jeanne Mance professionnelle, les sœurs de la congrégation enseignantes professionnelles. Sa percée au sein de l'Église est également majeure. Elle aura pratiqué une brèche dans les limitations imposées aux femmes. Évidemment que les résistances rencontrées jusqu'à nos jours ont réduit le rôle des femmes dans l'Église, mais ces initiatives demeurent encore des terrains préparatoires aux changements fondamentaux
qui finiront par survenir. Enfin, pour tous ceux qui seraient portés à conclure que l'aventure de Marguerite Bourgeois n'interpelle que les femmes, je les inviterai à y voir un remarquable exemple de partenariat entre femmes et hommes pour une société parfaitement inclusive. C'est dire qu'aujourd'hui et pour longtemps, il y a et il y aura en chacune et chacun de nous une Marguerite Bourgeois. Mon Dieu, si je suis assez heureuse que d'être dans la compagnie des bienheureux, je poursuivrai à vous prier non pour vous demander des biens, des honneurs ou des plaisirs, mais pour que l'on suive le chemin que votre bonté nous a enseigné et que la Sainte Vierge a si parfaitement observé. Je prierai pour les sœurs actuelles et à venir, ainsi que pour tous ceux qui contribuent à faire avancer au chemin de la perfection. Comme une semence, un grain de moutarde, humble, petit, je veux croire avec Marguerite à la présence d'une Église qui se renouvelle, qui se réforme pour donner un élan à un nouveau monde. Que de cette chapelle dont nous soulignons les 250 ans émerge une présence qui inspire une ville d'harmonie, de concorde, d'égalité des chances, qui soit un témoignage pour notre société québécoise et nord-américaine. Voilà le vœu de Marguerite. À sa suite, hâtons-nous en chemin.